Una amica Cristina Mutti, dove interpretavo il personaggio. Regardez bien ce visage, ce n'est pas seulement le visage d'un homme de 76 ans usé par le temps, c'est une carte géographique de la France avec ses sommets de gloire et ses ravins de douleur. Gérard Depardieu, pendant un demi-siècle, il a été notre Cyrano, notre Jean Valjean, notre Obélix, un ogre au cœur tendre qui dévorait la vie à pleines dents. Il a été adulé comme un dieu vivant et célébré comme un monument national avant de voir son monde s'effondrer. Mais aujourd'hui, les projecteurs se sont éteints et le silence est retombé sur le monstre sacré. Bienvenue sur Icônes, un silence, là où nous écoutons les vérités que les légendes n'osent plus murmurer. Imaginez un instant cet homme seul dans l'immensité d'une maison trop grande pour lui, loin des tapis rouges qui l'ont vu triompher. On dit que le silence est d'or, mais pour Gérard, le silence est un miroir terrifiant où se reflètent les fantômes du passé. C'est dans ce silence assourdissant qu'il a décidé, peut-être pour la dernière fois, de briser l'omerta. Il y a des blessures que le temps ne guérit pas et des trahisons qui restent plantées dans le cœur comme des éclats de verre. Aujourd'hui, il ne cherche plus à plaire ni à être aimé, il veut simplement nommer ceux qui ont contribué à sa chute. Dans ce récit exclusif, nous allons plonger dans l'âme tourmentée de la dernière grande icône française car il a désigné 4 coupables, 4 entités qu'il ne pardonnera jamais. Qui a volé l'innocence du petit garçon de Châteauroux, qui a transformé son rêve de cinéma en un cauchemar médiatique, et surtout, pourquoi le dernier nom sur cette liste maudite est-il celui qui lui fait le plus mal? Comment l'acteur le plus puissant de sa génération a-t-il pu se retrouver aussi seul face à ses démons? La vérité est bien plus cruelle que tout ce que vous avez pu lire dans les journaux, car l'histoire que vous allez entendre n'est pas celle d'une star, c'est la confession d'un homme qui a tout eu et qui a tout perdu, sauf sa mémoire. Mais avant de révéler ses noms et de comprendre cette colère, nous devons remonter le temps, bien avant la gloire, vers une époque oubliée où Gérard n'était qu'un enfant qui ne savait pas parler. Car c'est dans ce silence originel que s'est noué le drame qui allait, des années plus tard, lui coûter ce qu'il avait de plus cher au monde. C'est une histoire qui commence dans le silence et la pauvreté, bien loin des lumières de Paris, dans les rues grises de Châteauroux, au lendemain de la guerre. Pour comprendre la rage qui brûle en Gérard, il faut regarder l'enfant qu'il était, un gamin grandi dans une maison minuscule où l'on s'entassait pour dormir et où les mots n'existaient pas. Son père, que l'on surnommait Dédé le Rifter, était un homme brisé qui ne savait pas lire et qui noyait ses chagrins dans le vin rouge, tandis que sa mère, la douce Lilette, était trop épuisée par les grossesses successives pour avoir la force de parler. Dans ce foyer, on ne se disait pas « je t'aime », on se criait dessus ou on se taisait, et c'est ainsi que le petit Gérard a grandi en étant quasiment muet, incapable de former des phrases complètes, s'exprimant par des gestes et des grognements comme un animal sauvage blessé. L'école ne voulait pas de lui et lui ne voulait pas de l'école, alors c'est la rue qui est devenue sa salle de classe, une rue dure mais vivante où il cherchait désespérément de l'attention et de l'affection. Il a trouvé cette chaleur humaine là où la société bien pensante ne voyait que du vice, auprès des prostituées de la ville qui l'ont accueilli sans le juger. C'est un détail de sa vie que beaucoup ignorent, mais qui explique tout son rapport aux femmes et aux marginaux, car vers l'âge de 12 ans, c'est lui qui aidait ces femmes, leur apportant de l'eau et des serviettes. Et la légende raconte même qu'il a un jour aidé l'une d'elles à accoucher. Imaginez ce petit garçon analphabète, les mains tachées de sang et de vie, découvrant le mystère de l'existence dans une chambre sordide, comprenant très tôt que l'humanité la plus pure se cache souvent dans les endroits les plus sombres. Il était un loupard, un petit voleur de voitures, un trafiquant de cigarettes, un jeune homme en colère qui semblait tout droit destiné à finir sa vie derrière les barreaux d'une prison de province. Mais le destin en a décidé autrement le jour où il a pris le train pour Paris, non pas pour devenir une star, mais simplement pour fuir le vide de son existence. C'est à Paris que le miracle s'est produit, une métamorphose que personne n'aurait pu prédire. Lorsqu'il a poussé la porte du cours de théâtre de Jean-Laurent Cochet, Gérard était encore ce voyou bègue et massif
qui faisait peur aux bourgeois. Mais dès qu'il est monté sur scène, quelque chose d'incroyable s'est passé. Les textes classiques, ceux de Molière et de Musset, sont entrés en lui comme une révélation divine, et l'homme qui ne savait pas parler s'est mis à déclamer des vers avec une sensibilité et une puissance qui ont foudroyé ses professeurs. Le théâtre lui a donné une voix, il lui a donné les mots qui lui manquaient depuis l'enfance pour exprimer sa douleur et sa soif d'amour. La France entière a alors découvert ce phénomène dans le film Les Valseuses, où son personnage de voyou tendre et brutal a choqué autant qu'il a séduit, marquant le début d'une ascension fulgurante. Il est devenu l'acteur que tout le monde s'arrachait, capable de tout jouer, du paysan rustre au prêtre tourmenté, jusqu'à ce rôle qui allait lui coller à la peau pour l'éternité, Cyrano de Bergerac. Comme Cyrano, Gérard était cet homme au physique imposant et disgracieux qui cachait une âme de poète, un homme qui cherchait l'amour désespérément, mais qui se sentait indigne d'être aimé. Il a conquis le monde, remporté des prix, serré la main des présidents et amassé une fortune colossale, devenant le visage incontournable de la culture française à l'international. Mais la gloire est une drogue dangereuse, et si le public voyait un titan indestructible sur l'écran, il ne voyait pas que l'enfant de Châteauroux était toujours là, affamé et insatiable. Il avait enfin conquis le monde, oui, mais il ne savait pas encore que cette lumière aveuglante allait attirer autour de lui des ombres voraces, prêtes à tout pour profiter de sa démesure, et que le succès allait lui demander un prix terrible qu'aucun père ne devrait jamais avoir à payer. La France voyait en lui une force de la nature, mais en réalité, Gérard était devenu une machine qui ne savait plus comment s'arrêter. Durant les décennies 80 et 90, il s'est lancé dans une fuite en avant vertigineuse, enchaînant 5, 6, parfois 7 films par an sans jamais prendre le temps de respirer, comme s'il avait peur que le silence ne revienne s'il cessait de jouer un seul instant. C'est ici que le piège s'est refermé, car l'industrie du cinéma, cette usine à rêve qu'il a tant aimée, a commencé à voir en lui non plus un artiste, mais une mine d'or inépuisable à exploiter jusqu'au dernier filon. Les producteurs lui tendaient des contrats mirobolants avec un sourire carnassier, le poussant à accepter des rôles indignes de son talent simplement pour maintenir la machine en marche, et Gérard, incapable de dire non, acceptait tout pour combler un vide intérieur que rien ne semblait pouvoir remplir. C'est aussi à cette époque que sa table s'est remplie de convives, ces fameux amis de circonstance qui venaient à boire ses grands crus et manger dans ses restaurants parisiens, riant à ses blagues et profitant de sa générosité légendaire sans jamais se soucier de l'homme derrière la star. Il vivait dans l'excès permanent, dévorant la nourriture et la vie avec une avidité qui cachait une profonde angoisse. Il buvait pour noyer la pression, il criait pour ne pas entendre ses propres doutes, et il s'est construit cette armure de chair et de bruit pour se protéger du monde. Il était le roi de Paris, le centre de toutes les attentions, entouré d'une cour de flatteurs qui l'encourageaient dans ses dérives tant que l'argent coulait à flot, mais qui disparaîtrait comme de la fumée au premier signe de tempête. Personne ne lui disait de ralentir, personne ne lui demandait si derrière ce rire gargantuesque se cachait une tristesse infinie, car il était plus facile de profiter de l'ogre que de soigner l'enfant blessé qui vivait encore en lui. Cette vie de démesure est devenue une prison dorée où il ne s'appartenait plus, où chaque heure de sa vie était vendue au plus offrant, le privant de l'essentiel, le privant de la simplicité d'une vie de famille normale. Il pensait offrir le meilleur à ses proches en travaillant sans relâche, en bâtissant un empire, mais il ne voyait pas que le prix à payer pour cette gloire était son absence, une absence cruelle et répétée. Mais aucun millésime, aussi précieux soit-il, ne pouvait effacer la culpabilité qui grandissait dans l'ombre, car pendant qu'il jouait les pères héroïques à l'écran pour des millions de spectateurs, il oubliait d'être un père pour le seul garçon qui attendait désespérément son regard à la maison, un oubli qui allait se transformer doucement mais sûrement en une tragédie irréversible.
Mais le drame le plus dévastateur ne se jouait pas sous les projecteurs des studios, il se déroulait dans l'intimité d'une relation brisée entre un père absent et un fils en quête d'identité. Guillaume Depardieu, cet enfant aux yeux clairs et à l'âme d'écorché vif, a grandi dans l'ombre gigantesque de son père, une ombre si vaste qu'elle ne laissait aucune place à la lumière pour qu'une autre fleur puisse pousser. C'était l'histoire tragique de deux lions enfermés dans la même cage, deux êtres trop semblables, dotés de la même sensibilité violente et du même besoin d'absolu, mais incapables de se dire « je t'aime » sans se déchirer. Guillaume voulait exister par lui-même, il voulait être reconnu pour son talent immense et non comme le fils d'eux, mais le monde et les médias ne lui ont jamais laissé cette chance, le ramenant sans cesse à ce patronyme trop lourd à porter. C'est ici que la cruauté du monde s'est révélée dans toute sa laideur, car la presse à scandale s'est acharnée sur Guillaume avec une voracité inhumaine, traquant ses moindres faux pas, ses excès et ses colères, transformant la souffrance d'un jeune homme perdu en un feuilleton médiatique pour vendre du papier. Au lieu de tendre la main à cet enfant qui hurlait sa douleur, l'industrie du spectacle et les journalistes l'ont regardé sombrer, se délectant de sa chute comme des vautours autour d'une proie blessée. Gérard, prisonnier de ses propres tournages et de sa propre gloire, assistait impuissant à la dérive de son fils, incapable de trouver les mots ou les gestes pour le retenir, paralysé par une pudeur mal placée et par ses propres démons intérieurs. Puis est venu l'accident de moto, cette malédiction du destin, suivie de l'horreur des hôpitaux et de cette infection nosocomiale qui a rongé la chair de Guillaume, le forçant à l'amputation, une épreuve qui aurait dû susciter la compassion mais qui n'a fait qu'alimenter encore plus les rumeurs et les regards inquisiteurs. L'année 2008 restera à jamais gravée comme une cicatrice brûlante dans le cœur de Gérard, car c'est l'année où le téléphone a sonné pour annoncer l'impensable, la mort de Guillaume à seulement 37 ans, emporté par une pneumonie foudroyante alors qu'il tournait un film en Roumanie. Ce jour-là, le monstre sacré s'est brisé en 1000 morceaux, car il n'y a pas de mot dans le dictionnaire pour désigner un parent qui perd son enfant. C'est une douleur contre nature qui renverse l'ordre du monde. Il a dû enterrer cette partie de lui-même, ce fils qu'il aimait maladroitement mais passionnément, et avec lui il a enterré ses derniers espoirs de rédemption. Face au cercueil blanc, Gérard a compris que toute sa gloire, tous ses millions et tous ses Césars ne valaient rien, absolument rien, puisqu'il n'avait pas pu sauver la seule vie qui comptait vraiment. Depuis ce jour funeste, quelque chose est mort en Gérard et une colère froide a remplacé les rires d'autrefois. Une colère dirigée contre ce système impitoyable qui broie les âmes sensibles. Il a continué à jouer, à boire, à provoquer. Mais ses yeux ne riaient plus, ils étaient hantés par le souvenir de ce fils poète qu'il n'avait pas su protéger. C'est cette blessure infectée, jamais refermée, qui l'a poussé à s'isoler de plus en plus, à rejeter cette France qu'il avait encensée pour mieux piétiner sa progéniture. Et c'est du fond de ce deuil impossible, alors que le crépuscule de sa propre vie approche, qu'il a décidé de ne plus se taire et de pointer du doigt les responsables de son malheur, ceux qui ont du sang sur les mains, et qu'il a inscrit sur sa liste noire. Maintenant, imaginez Gérard Depardieu assis face à l'objectif, le regard lourd de toutes ces années de bruit et de fureur, prêt à prononcer les mots qu'il a retenus trop longtemps. Il ne crie plus, sa voix est devenue un murmure rauque et terrifiant, car à 76 ans, il n'a plus peur de rien, ni de la solitude, ni de la mort, ni de la vérité. Il ouvre ce carnet noir imaginaire où il a consigné ses rancunes, et d'un doigt tremblant, il désigne les 4 coupables qui ont transformé sa vie en un champ de ruines. Le premier nom qu'il prononce est une accusation directe contre l'industrie du cinéma, cette machine ingrate qu'il a servi corps et âme. Il ne pardonne pas à ses producteurs et à ses décideurs qui l'ont traité comme une bête de foire, qui l'ont pressé comme un citron pour en extraire chaque goutte de talent avant de jeter l'écorce quand elle est devenue trop encombrante ou trop scandaleuse. Ils l'ont aimé tant qu'il rapportait des millions, mais ils l'ont laissé tomber dès qu'il a eu besoin d'aide, prouvant que dans ce monde de paillettes, la loyauté n'est qu'un mot vide de sens écrit sur un contrat. Le deuxième nom sur sa liste est gravé avec une haine pure, c'est celui de la presse et des médias, cette meute affamée qu'il tient pour responsable de la destruction lente de son fils. Il ne leur pardonnera jamais d'avoir traqué Guillaume, d'avoir fait de ses addictions et de ses souffrances un spectacle public, d'avoir jugé un homme malade au lieu de le comprendre.
Pour Gérard, les flashs des paparazzis sont complices de la mort de son enfant car ils ont volé la dignité de sa famille, transformant leur tragédie intime en un feuilleton sordide vendu en kiosque. Et cette blessure-là ne cicatrisera jamais tant qu'il aura un souffle de vie. Puis vient le troisième groupe, ses faux amis, ces parasites mondains qui ont mangé à sa table, bu ses vins millésimés et profité de sa générosité démesurée pendant des décennies. Où sont-ils aujourd'hui alors que le vieux lion est fatigué et attaqué de toutes parts? Ils se sont volatilisés ou pire, ils ont rejoint le cœur des critiques pour se donner bonne conscience, une trahison silencieuse qui lui a appris trop tard que la solitude est le seul compagnon fidèle de la vieillesse. Mais le quatrième nom, le dernier de la liste, est celui qui fait trembler sa voix et qui mouille ses yeux de larmes, car ce n'est pas un ennemi extérieur, c'est le nom qu'il voit chaque matin dans le miroir, Gérard Depardieu lui-même. C'est le verdict le plus cruel, l'aveu d'un homme qui ne se pardonne pas d'avoir été un père absent, d'avoir préféré les plateaux de tournage aux anniversaires, d'avoir été un géant pour le monde, mais un fantôme pour ses propres enfants. Il se reproche de n'avoir pas su dire les mots qu'il fallait quand Guillaume était encore en vie, de n'avoir pas su le protéger de ses propres démons héréditaires. Cette culpabilité est sa véritable prison, bien plus dure que n'importe quel jugement du tribunal, car il est condamné à perpétuité à vivre avec le regret de ce qui aurait pu être, hanté par le silence de ceux qui ne sont plus là pour entendre ses excuses. L'histoire de Gérard Depardieu n'est pas seulement le récit d'une déchéance ou d'un scandale, c'est une fable moderne sur la fragilité de la condition humaine face à la puissance destructrice de la gloire. En regardant cet homme aujourd'hui, assis seul au milieu des ruines de son empire, nous ne devons pas seulement voir l'acteur déchu, mais aussi le miroir de notre propre société qui fabrique des idoles pour mieux les briser ensuite. Son parcours nous pose des questions dérangeantes que nous préférons souvent ignorer. Sommes-nous complices lorsque nous consommons avec avidité les drames intimes des célébrités? Avons-nous oublié que derrière chaque visage imprimé sur papier glacé, il y a un cœur qui bat, qui saigne et qui peut s'arrêter? Gérard a passé sa vie à vouloir être aimé de tous, à vouloir remplir un vide immense par l'excès, mais il a fini par comprendre trop tard que l'amour du public est une marée capricieuse qui se retire aussi vite qu'elle est montée. Son cri, aujourd'hui, est celui de tous ces artistes, de ces enfants stars ou de ces génies torturés que l'industrie du spectacle a mâché et recraché une fois qu'ils n'étaient plus rentables. C'est un avertissement pour les générations futures, un rappel brutal que le talent ne protège pas du malheur et que l'argent ne peut pas racheter le temps perdu auprès de ceux qu'on aime. En brisant le silence, Gérard Depardieu ne cherche pas l'absolution ni la pitié, il cherche simplement à reprendre le contrôle de sa propre histoire, à dire sa vérité avec ses propres mots, aussi maladroits et douloureux soient-ils. Il nous rappelle que même les monstres sacrés sont faits de chair et de sang et qu'ils ont le droit, eux aussi, de pleurer leur mort et d'exprimer leurs regrets avant que la nuit ne tombe définitivement. Alors, la prochaine fois que vous verrez son visage à l'écran ou en couverture d'un magazine, ne jugez pas trop vite l'homme qui se cache derrière le personnage. Souvenez-vous du petit garçon muet de Châteauroux, souvenez-vous du père au cœur brisé devant la tombe de son fils, et demandez-vous si, au fond, nous n'avons pas tous une part de responsabilité dans ce silence qui a duré trop longtemps. L'histoire de Gérard est désormais écrite non plus par les autres, mais par lui-même, et c'est peut-être là son dernier et son plus grand rôle, celui d'un homme qui se met à nu face à l'éternité. Merci d'avoir écouté cette confession sur Icônes à silence. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous pensez que la vérité mérite d'être entendue au-delà du bruit médiatique, partagez ce documentaire et dites-nous en commentaire quel est, selon vous, le prix à payer pour devenir une légende. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines révélations, car ici nous donnons la parole à ceux que l'histoire a voulu faire taire.